Algésienne voix. Bonjour et merci d'être avec nous pour cette deuxième heure de carte blanche réservée exclusivement, en tout cas à Riyad Hadir pendant 2 heures. C'est un jeune écrivain qui a, avec son premier roman Pupi, a quand même apporté un peu de fraîcheur à la littérature, à la jeune littérature algérienne. Il a écrit un roman de science-fiction. On y plonge dans un monde de chaos, mais également qui peut nous donner des pistes sur ce que pourrait être l'avenir, puisqu'il y a déjà quelques petits détails écrits dans le roman de Riyad Hadir qui font aujourd'hui l'actualité, comme par exemple le fait de ne plus appeler les gens monsieur, madame, puisque dans le roman de votre roman Riyad Hadir, où les gens s'appellent personne, ma personne, voilà. Riyad Hadir, en tout cas, merci de passer encore cette deuxième heure avec nous. C'est moi. Je disais que votre univers, celui que vous nous avez proposé aujourd'hui, mais j'ai compris que vous avez un univers musical très 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 étendu et que vous avez eu du mal à faire un choix, mais que vous avez quand même choisi celle qui compte le plus pour vous. C'est des chansons anglo-saxonnes, bien que vous écoutez aussi le métal algérien, oui. Et pas que. J'écoute de tout. Hein. J'allais inclure un morceau de Worth, qui est un vieux groupe de métal algérien. Je considère comme étant le meilleur. En tout cas, c'est mes préférés. Mm-hmm. Mais bon, il a fallu se restreindre un peu et obéir à un certain fil conducteur. Parce que vous voyez, je crois que c'est une petite déformation. Je ne sais pas enchaîner les informations sans un fil narratif. Mm-hmm. Donc voilà, je voulais raconter quelque chose à travers ces titres-là. Vous aimez un peu la musique un peu psychédélique Ah ben oui, je veux dire... qui nous met dans un état un peu chaotique. Je sais pas, c'est des goûts après. Je sais pas. C'est-à-dire que peut-être que... vous savez, on est dans un pays où on aime danser surtout. Oui. La musique sautillante, c'est bien, hein. C'est bien de danser, c'est chouette. Mais nous sommes en plein été, par exemple, on est en plein mois de juillet. Chaque année, il y a des tubes. Voilà, il y a les maisons de disques, les grandes maisons de disques, sont obligées de sortir des tubes pour danser. Voilà, et chez nous aussi, moi je parie qu'il y a je suis pas au courant, mais je parie qu'il y a un tube Gnawi là en ce moment. Chez nous, il n'y a pas des boîtes les boîtes pour aller danser, il y a les mariages. Ouais, voilà. Ouais. Donc c'est. Mais c'est pas ça, c'est juste que voilà, la musique pour danser, c'est très très bien, il en faut. Mais on écoute que ça et je trouve ça dommage. Hein. Voilà, c'est moi j'aime bien la musique un peu qui me permet de m'évader. Voilà, c'est tout. Et quand vous écoutez de la musique, vous avez besoin d'être dans un lieu particulier, être chez vous, ou alors vous écoutez dans n'importe quelle condition. Non, à partir du moment où je suis seul, ça va. Parce que bon, c'est vrai que la musique ça peut déranger certains. Ça peut déranger l'entourage, ça peut alors où je me mets un casque sur les oreilles, où je suis dehors tout seul. Vous écoutez seul la musique? Ouais, je préfère. Ouais. Je préfère. Mais aujourd'hui vous avez accepté de partager. Oui. Alors on va écouter justement pour cette deuxième heure évidemment la première chanson de cette deuxième heure. Évidemment, qui ne connaît pas Janis Joplin avec cette voix exceptionnelle, une des rares blanches qui chante comme les noirs et puis morte très jeune, donc ça donne encore plus d'aura à sa réputation. Alors je suis un peu encore surprise, hein. Un jeune de votre âge. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Bien sûr. Janis Joplin, c'est peut-être la voix féminine qui me touche le plus. Elle a un feeling, cette femme, c'est incroyable. Je dis je dis pas elle avait parce que bon, elle est pas morte. Voilà. Bon, pour vous? Oui, non, mais voilà. La preuve, on l'écoute encore. Je sais pas, 40 ans après, on l'écoute encore. Ouais, elle a fait partie du club des 27, là. Elle est morte à 27 ans. Voilà. Là, maintenant, on essaie de leur coller des petits nouveaux, mais ça marche pas. Amy Winehouse et... Voilà, elle fait partie des petits nouveaux. Mais... On l'a comparé, d'ailleurs, un peu... Ouais, je sais pas. Je suis moins sensible à Amy Winehouse que Janis Joplin. Après, c'est personnel. Ah oui, c'est très, très animal quand elle crie. Elle est sincère, elle est sincère. Sort de ses tripes est très animal. Elle est sincère, sa voix n'est pas calculée.
Alors on va écouter évidemment la chanson que vous avez choisie, Woman. A Woman Left Lonely. Soon got tired of waiting. She'll do crazy things, yeah, on lonely occasions. A simple conversation with a new man now and again. When a good thing's coming to an end, and when she gets lonely, she's thinking about me. She knows he's taking her for granted, and she doesn't understand. Just got to do the best that she can. Yeah. Oh, woman, live lonely. That lonely Voilà, après Janis Joplin, il faut vraiment bien respirer, se reconcentrer et reprendre la conversation. Riyad Hadir, on parlait de votre roman. Alors le personnage principal, le héros de votre roman, d'où le nom Pupille, c'est un jeune qui perd orphelin. Oui, qui est orphelin, qui est né ailleurs, et qui revient dans son pays natal, mais dans un monde totalement chamboulé. Hein. C'est pas du tout le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est pas du tout le monde dans lequel nous vivons. C'est surtout pas le monde dans lequel lui a grandi. Du coup, ça va être un vrai choc pour lui. Non, mais même le ailleurs, là, c'est un monde de... C'est un autre ailleurs, mais on y arrive. Je suis pas optimiste là-dessus. Ouais. Et donc Mahdi qui... En tout cas, vous décrivez le monde avec pratiquement des pays totalitaires partout. Mais il y a que la forme qui change. Les autres par la religion, les autres par l'argent et le contrôle sur la vie des individus. Vous savez, pour comprendre ça, en fait, faut s'intéresser à l'histoire de la dystopie. Alors, la dystopie la plus connue, c'est 1984 d'Orwell. C'est vraiment la plus voilà.
Mais en fait, pourquoi on la connaît, et pourquoi on l'apprécie, et pourquoi elle a eu du succès, c'est parce qu'Orwell prêchait des convertis. Orwell, il mettait en garde contre le bolchevisme, contre les rouges, contre l'Union soviétique. Et on a vu, c'est-à-dire on a vu la chute de l'Union soviétique. C'est-à-dire que 1984 décrit une menace à laquelle on a échappé. De notre vivant, on a vu tout ça. Et c'est pour ça qu'on se dit, voilà, c'est un roman important. Mais si on considère les autres, genre le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, ou même Limbo de Bernard Wolfe, ce sont des dystopies qui sont un peu plus... c'est-à-dire que moi je considère qu'on est un peu dedans. Le meilleur des mondes, on est dedans. C'est une dystopie on va dire c'est un totalitarisme qui gère et qui gouverne par le divertissement et l'argent. C'est notre monde actuel, quoi. Ouais. Voilà, le monde bolchevique là, tyrannique, ça n'existe presque plus. Hein. Il y a quelques petits pays qui font ça, et encore, hein, c'est en train de partir. Le vrai totalitarisme duquel il faut avoir peur maintenant, c'est le totalitarisme de l'abrutissement. Et on s'y dirige à grands pas. L'abrutissement n'est que l'aboutissement, mais Non, je pense que l'abrutissement, c'est un moyen, c'est un outil. On abrutit les gens, on leur donne du divertissement. Occupez-vous, consommez. Parce que les gens aujourd'hui, il y a une formule qui est devenue célèbre aujourd'hui, qui a été dite par un grand patron de presse. Ouais. C'est le temps disponible du cerveau, là. C'était Patrick Lelay, non? Voilà. TF1. Ouais. Il avait dit il y a déjà quelques années, comme quoi c'était déjà une théorie C'est un projet, c'est un projet en cours. C'est maintenant ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le consommateur n'existe plus, on est tous des produits. Le produit, c'est nous. Voilà, c'est pas très gai comme réalisation, mais faudrait peut-être y penser. C'est la vraie dictature, elle est là, c'est la dictature de l'esprit. Mais l'être humain a toujours réagi. Au bout d'un moment. Bah, j'espère. J'espère qu'il va pas s'arrêter de réagir, mais bon. Mais dans votre roman. Dans mon roman, il y a une réaction qui est pas violente. Oui. Non, mais la réagir, ça veut pas dire violent. Hein. Bien sûr, oui. Non, mais dans 84, la réaction, on sous-entend qu'elle devrait être violente. En fait, non. Je sais pas, dans Pupille, la réaction, c'est une réaction de redécouverte, si vous voulez. Sans vouloir gâcher ou spoiler la fin, c'est vraiment une réaction intime. Il faut juste se redécouvrir et refuser ce monde-là. Il faut le refuser. Et regarder là où on n'a pas l'habitude de regarder. Exactement. Voilà. Voilà, moi je vous propose, en tout cas c'est l'été, c'est le mois de juillet, vous allez à la plage ou en montagne, hein. Je vois pas pourquoi toujours on parle de plage pour l'été. On peut aller en montagne, on a de très 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 belles régions boisées, où vous êtes chez vous, à l'ombre ou sous votre climatiseur. Prenez un livre, lisez, donnez-vous ce plaisir, offrez-le, ou offrez-le, donnez-vous ce plaisir de découvrir la jeune littérature algérienne. Il s'appelle Riyad Hadir. Son roman s'appelle Pupille. Il est sorti aux éditions ANEP et il est notre invité aujourd'hui dans Carte Blanche. Et c'est la deuxième heure que nous passons avec lui. On écoute la prochaine. Kill me, again.
Alors Radiohead, bien sûr que... C'est vrai que oui, l'été, la plage, on a un peu plombé l'ambiance avec une chanson très triste. mais voilà, Radiohead, bon, il y a un vers de cette chanson qui m'a toujours fasciné, c'est I feel my luck could change. C'est-à-dire, je sens que ma chance peut tourner. Je veux dire, on a tous espéré ça à un moment ou à un autre où on avait peut-être un peu on se sentait un peu malchanceux. On a tous eu envie de retourner le sort en notre faveur. Certains réussissent, certains non. Voilà, ce qui reste vraiment certain, c'est que la chance n'est pas un concept universel. Vous croyez à la chance ? Justement, c'est pas un concept universel. Il faut la comprendre, il faut l'apprivoiser. Si vous voulez, le gamin du début qui rêvait devant un miroir et qui après s'est retrouvé isolé. Là maintenant, il va peut-être rêver un peu. Il va parvenir à apprivoiser sa chance. Donc la chance, ça se provoque. Ça se provoque. On construit. Je pense pas presque... que ça vous tombe dessus. Oui. Je pense pas que ça vous tombe dessus. On peut avoir d'heureuses coïncidences, c'est pas exclu. Mais la chance, ça se provoque, ça s'apprivoise. Et les mauvaises coïncidences et la malchance. Ça vous tombe dessus. C'est pas moi qui fais les règles, mais ça vous tombe dessus. Mais on peut aussi provoquer sa propre malchance. On peut, voilà, c'est pas. Vous avez eu un épisode un peu qui a été un tournant, un épisode douloureux dans votre vie qui a été un tournant. Est-ce que vous le mettez dans la malchance ou dans la chance ? Je saurais pas vous répondre moi là-dessus. C'est la vie. À partir du moment où un épisode ou quelque chose est irréversible. Faudrait peut-être pas perdre de temps à étudier le pourquoi, du comment, voilà, faut y aller. Faut composer avec ce qu'on a. Mais vous vous êtes posé des questions quand ça vous est arrivé. Évidemment, on s'est posé des questions et je considère que c'était nécessaire de se poser des questions. Mais au bout d'un moment, il faut composer avec ce qu'on a et continuer. Mais parfois ça donne une autre dimension. À la vie, vous voulez dire ? À la vie, à ses propres projets, à ses propres... Oui, c'est une autre donnée, c'est pas une autre dimension. On a des projets, on a une vie, après il arrive quelque chose, et puis on change on change pas forcément de direction, on compose juste avec de nouvelles données. Franchement, il faut voir ça avec un certain détachement. Il faut apprivoiser sa chance. Voilà. Alors écrire pour vous, c'est vital, Riyad Hadir ? C'est vital. Oui. Ou pas ? Vous savez, moi j'écris depuis tout petit. Je me pose plus cette question. Vous écrivez tout seul dans mon coin. La poésie aussi ? Non, des histoires. Je suis à fond dans la fiction. J'ai essayé d'écrire 2-3 vers par-ci par-là. Je considère que je suis très mauvais. Voilà. Vous avez une amie qui est très douée. Ouais, c'est une poétesse. Ah oui, non, Amina. Que nous aimons beaucoup ici. Amina Mekahli, non, mais c'est un autre niveau. On peut pas. Vous êtes tous les deux d'Oran d'ailleurs. Oui. Qu'est-ce que vous voulez, Oran, capitale de la créativité algérienne. C'est pas peut-être. Voilà. C'est pas faux. Et vous étiez d'ailleurs au mois d'avril dernier à Oran, Oran qui vous invite, comme enfant de la ville, à venir parler de votre roman. On vous a invité à faire plusieurs rencontres. J'ai fait une rencontre au Centre d'études maghrébines c'était une rencontre qui était modérée par Kamal Daoud et qui avait pour thème principal la science-fiction en Algérie. Est-ce que c'est un genre qui est possible ? Est-ce que voilà. En fait, on a eu une discussion c'était presque une discussion à deux, parce qu'en fait, le public assistait à une discussion. Ça ressemblait pas à une vraie présentation. C'était autour de votre roman, bien sûr. Donc, il a lu et il a donné son avis. Bien sûr, il a donné son avis. On n'a pas parlé que de ça. On a parlé de la possibilité de voir ce genre éclore et fleurir en Algérie. On a parlé justement des influences, des sujets traités dans ce genre-là à l'international. Et c'était assez constructif, c'était très très agréable en tout cas. Vous a encouragé à Oui. À continuer dans le même genre. Oui, bien sûr, c'est une évidence. Kamal Daoud, c'est quelqu'un qui aime la nouveauté, c'est quelqu'un qui lui-même déjà il lit beaucoup de science-fiction. C'est un grand lecteur de science-fiction. Évidemment, qu'il encourage la nouveausavez Vous connaissez-vous un écrivain qui n'encourage pas la nouveauté? Enfin, il y en a qui, je sais pas. Ah bah ça. Vous savez, les écrivains souvent. Je veux des noms. Non, les écrivains parfois c'est des personnalités un peu particulières, les vrais, les grands, enfin les écrivains en général, parce qu'écrire c'est pas facile, c'est. Oui, c'est pas facile, mais c'est pas pour ça. C'est pas facile, c'est pas le fait d'écrire qu'il est pas facile, c'est le vivre. Aussi, c'est vivre cette. Oui.
Non, oui, C'est une mise à nu aussi, non, quelque part. effectivement, c'est comme tout, c'est comme tous les artistes, je crois. C'est pas exclusif à l'écriture. C'est voilà, c'est quand on écrit, effectivement, on se met à nu. Après, on décide de se mettre à nu concrètement, ou alors on décide d'y aller en contournant les choses, en passant par la fantaisie, en passant par voilà. C'est On va écouter la prochaine chanson, Riyad Hadir. encore une cette fois, chanson triste. Encore une chanson Ouais. triste et encore un grand qui a Ouais. disparu il y a pas très longtemps. Pas très longtemps. David Bowie, lui aussi qui rêvait, qui avait la tête aussi parfois dans les étoiles. Ah, il a et- bien rêvé, lui. Hein. Oui. Non, non, Et par tous les moyens. par tous les moyens. David Bowie, Lazarus. Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. Look up here, man, I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. Ain't that just like me? By the time I got to New York, I was living like a king.
Alors, Bah ça, c'était la dernière fulgurance de Bowie. Je me rappelle encore que j'écoutais cette chanson en boucle parce que le clip était sorti sur son Vevo sur YouTube. Je l'écoutais en boucle pendant 3 jours et un matin, Bowie est mort. Et j'étais là et toute la force du clip m'a frappé parce qu'il se mettait en scène sur un lit de mort, il savait qu'il allait mourir, il savait. qu'il était malade. Et en plus le titre Lazarus, c'est Lazare qui ressuscite, c'est-à-dire Lazare Bowie, quoi, Lazare / Bowie qui se sait mort, mais qui ressuscitera à travers son art, à travers sa musique et il revivra selon ses propres termes. D'ailleurs, il le dit dans la chanson This Way or No Way, de cette façon ou d'aucune façon, quoi. Selon ses termes, il revivra, il C'était presque ressuscitera. son testament. Exactement, tout l'album est un testament. Hein. Ce type-là, il vit dans la mise en scène jusqu'à la dernière minute. Hein. Moi, voilà, c'est. Vous pensez que ça vit la mise en scène Oui. En fait, bon. Moi, je vais vous donner un truc. Vous travaillez dans la radio. Si un beau jour vous croisez un musicien qui vous dit qu'il n'aime pas Bowie, zappez-le. Ce n'est pas un musicien. C'est aussi simple que ça. Voilà. Oui, c'est vrai il a été créatif. C'est un génie en quelque sorte. C'est une icône. Hein, il faisait des choses que personne ne faisait et quand ça devenait une mode, il passait complètement à autre chose. Il allait à l'opposé. Hein. Il a inspiré des groupes comme Blur, comme Pixies, comme dans des morceaux qu'il est devancé d'une dizaine d'années. Voilà, c'est un pionnier. C'est un pionnier de la musique. Voilà. Pour vous, la mort d'un artiste que vous aimez, c'est quelque chose qui vous touche profondément, ou alors pour vous, l'artiste est immortel? Évidemment que l'artiste est immortel, mais en fait, ce qui nous touche ici, chez nous, quand un artiste meurt, on se dit j'ai pas eu la chance de voir en live ce mec, et il est mort maintenant. Voilà, c'est vraiment le regret qui frappe, je crois, dans un pays comme le nôtre où on n'a pas accès à ces choses-là. Faut aller à l'étranger, faut faire tout un programme pour assister à un concert. Pour l'ancienne génération, on divisait les gens en 2 catégories, les Beatles, Rolling Stones. Pour notre génération, à moi, parce que les aînés c'était ça, c'était Michael Jackson ou Prince. Et vous, dans quelle catégorie Tous. Pourquoi choisir? Tous. Ce sont tous de grands artistes, ce sont tous de grands musiciens. J'ai pas à choisir. Ahmed Wahabi ou Blaoui Hawari? Fizouj. Il n'y a pas de problème. C'est vrai que c'est 2 immenses artistes. Pourquoi choisir? De votre ville. Pourquoi plaquer une mentalité de foot sur l'art, sur la musique? Pourquoi choisir un camp? Une équipe à supporter. Mais dans la vie, il faut parfois choisir aussi. Ah non, on choisit pas l'art. Non, je suis désolé. Dans l'art, on choisit pas. Dans l'art, on choisit pas. On aime ce qu'il y a. Des morceaux des Beatles que j'aime pas, des morceaux des Rolling Stones que j'aime pas, mais ce sont de grands groupes, de grands artistes, voilà, point. Prochaine chanson? Steve Earle, I Feel Alright. Bomb my papa's son wandering out a smoking gun. Now some of you would live through me and lock me up and throw away the key, or just find a place to hide away and hope it I'll just go away. But I feel alright. I feel alright tonight. I feel alright. I feel alright tonight. And I'll bring you precious contraband and ancient tales from distant lands. Conquerors and concubines and conjurers from darker times. Betrayal and conspiracy, sacrilege and heresy. I feel alright. I feel alright tonight. I feel alright. I feel alright tonight.
for free, 'cause I've been to hell and now I'm back again. I feel alright. Yeah, I feel alright tonight. Yeah, I feel alright. I feel alright tonight. Yeah, I feel alright. Feel alright. Alors, maintenant qu'on a écouté, celle-là, je connais pas du tout. Hein. Je découvre avec vous I Feel Alright. Alors, je sais que depuis le début, vous nous proposez votre propre film. On a bien compris. On est parti de ce petit garçon qui regarde dans le miroir. Alors, on est arrivé où? Bah, on est arrivé à ma chanson Feel Good. Steve Earle, c'est un chanteur folk à texte. Concrètement, la chanson, cette chanson-là, ce morceau-là, il parle d'addiction. Et le type dit I feel alright, je me sens bien. Il y a une certaine ambiguïté dans la chanson, on ne sait pas s'il se sent bien parce qu'il a pris quelque chose, ou alors il se sent bien parce qu'il a quitté cette addiction. En tout cas, il se sent bien. Et moi, dès que j'écoute les premières notes de cette chanson, je me sens mieux. C'est vraiment ma feel good, ma chanson feel good. La vie est grise, les gens sont mauvais, le monde va mal, mais on s'en tape. On sort de son mal-être et on se sent bien, voilà, c'est tout. Une chanson peut vraiment vous sortir de votre mauvaise humeur ou de votre complètement déprime. Complètement. C'est la musique est le meilleur antalgique qui soit. C'est simple. Alors pour revenir un peu donc au film que vous nous avez proposé, donc je recommande à nos amis auditeurs d'écouter attentivement les chansons qu'il présente avec évidemment en plus on a la chance que ces chansons soient expliquées par Riyad Hadin, celui qui nous propose en tout cas sa playlist. Nous allons aller évidemment jusqu'au bout et je suis sûre qu'au bout du voyage que vous nous proposez, il y a un univers à découvrir. Mais avant, je voudrais revenir un peu à votre ville, Oran. Vous avez vécu longtemps à Oran? J'ai vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, à peu près. J'ai grandi là-bas, je suis né là-bas, je suis oranais, quoi. Ouais. Et musicalement, Oran a beaucoup donné. Tout à l'heure, j'ai cité quelques-uns, j'ai dit Blaoui Laouali. Elle a beaucoup donné et on lui a beaucoup pris aussi musicalement. Oui. D'ailleurs, dans Pupi, il y a Khaled, un monsieur... il y a Hasni, il y a Cheikh Haribiti. Et tous, c'est des artistes emblématiques. Hein. Métier, bon, c'est plus, on va dire, c'est l'Ouest en général, c'est pas vraiment Oran. Oui. Mais voilà, c'est pas grave. Elle est de Blabès. Ouais, c'est l'Ouest, quoi. Mais bon. Non, mais en fait, musicalement, ça m'a influencé, évidemment. D'ailleurs, dans Pupi, on retrouve un personnage qui est très très fan de Cheb Hasni, qui n'arrive pas à trouver la musique voilà, qui n'arrive pas à trouver sa musique dans un monde un peu totalitaire où la musique est interdite, elle est proscrite. Et donc j'ai voulu mettre un peu de mon oranité là-dedans. Et le trafic de CD, de CD et de cassettes, carrément. La contrebande de plusieurs produits, dont de musique et d'olive. L'huile d'olive et et la musique. Et pour écouter de la musique, les gens allaient dans des caves, des trucs comme ça, écouter tout seul, comme vous d'ailleurs, vous écoutez tout seul. Oui, bon, moi c'est pas parce que c'est interdit, c'est parce que j'aime ça. Mais non, c'est comme, en fait, je me suis dit, c'est une analogie très simple. Au temps de la prohibition aux États-Unis, l'alcool était interdit, et ben les gens se retrouvaient dans des caves pour boire. Là, c'est pareil, la musique est interdite, les gens se cachent pour écouter de la musique. Si je vous demandais de choisir un extrait de votre roman, vous choisirez lequel? Attendez, parce que j'ai pas mon... Réfléchissez, on y revient. Après la chanson qu'on va écouter. D'accord. Alors, prochaine chanson, après le I Feel White, c'est... REM. Alors, REM, le titre c'est Living Well is the Best Revenge. Set me up like a lamb to slaughter, cargo ass the front.
Alors, on revient d'abord à la chanson qu'on vient d'écouter. Oui. Ouais. En fait, c'est tout bête, c'est la chanson de la Shahna. Ah. Parce que bon, le titre, ça veut dire REM, donc bien vivre, c'est la meilleure revanche. Ouais. En fait, voilà, bien vivre pour se venger de la vie. C'est le gamin qui rêve au début, qui s'isole, qui ranime son existence. Il demande qu'à bien vivre, loin des humains contrefaits. En fait, il faut être reconnaissant aux gens qui vous veulent pas du bien. Il faut leur en être reconnaissant et ne pas essayer de se venger d'eux. Parce qu'ils nous poussent dans nos derniers retranchements. Voilà, c'est en fait en vivant bien, on se venge très bien de ces gens-là. Et c'est assez drôle de ressentir une pulsion très rail, très très contre l'ADN sur du REM, sur du rock. C'est comme un peu votre héros, il s'en sort à la fin, un peu. Ouais, il s'en sort un peu. Ouais, on peut dire ça. J'avais pas vu ça comme ça, mais oui, c'est un peu ça. Ouais. Non, vous n'avez pas entendu mon intonation. Il s'en sort un peu, selon vous, ou c'était une question? Ah, il s'en sort un peu. Le héros du livre m'a dit. Oui. Ah bah ça, c'est les lecteurs qui vont décider s'il s'en sort ou pas. Je peux pas en Allez, dire plus. Justement, on revient à cet extrait que je vous ai demandé de choisir. Bah, c'est un extrait du livre que je choisis souvent de lire à la radio parce que c'est un extrait qui dévoile rien, mais qui prend un peu le lecteur à contre-pied. C'est un peu tout l'esprit du livre. On commence, on croit comprendre et en fait non. En fait, l'idée principale est autre. Bon bah j'y vais. Sharif Kaoudina est un homme heureux. Assis en compagnie de ses camarades dans la benne du pick-up tout-terrain, il savoure les fruits d'une longue journée de labeur. La brise du soir rafraîchit ses tempes humides et soulage un peu la souffrance des longues journées passées sous le soleil écrasant. Une fois rentré au camp, il ferait ses ablutions au sable car l'eau est rare et précieuse, et prierait fiévreusement pour que la journée du lendemain soit aussi productive et fructueuse que celle qui vient de se terminer. Dans le convoi, d'autres hommes dans d'autres véhicules exultent malgré la fatigue. Ils arborent les fiers sourires de ceux qui ont accompli leur devoir envers et contre tout, sans sortir du droit chemin. Sharif Kaoudina se redresse et brandit sa machette ensanglantée au-dessus de sa tête afin de se joindre aux vives fervents et enthousiastes qui s'élèvent dans la cohue. Au loin s'élève une épaisse fumée noire, fruit d'un brasier de cadavres et de débris, agrémenté de vieux pneus, par souci d'efficacité sans doute. À la queue du convoi, un camion à bestiaux est chargé de jeunes femmes et d'enfants. Les plus jeunes pleurent, les plus matures se réfugient dans un désespoir digne et muet, appris sur ces terres qui sont les leurs mais qui ne leur ont jamais vraiment appartenu. Plus tard, après les ablutions, après les prières, cette terre leur sera davantage arrachée, par le biais de la chair, de la peau et des larmes, voire du sang pour les moins dociles. Sharif Kaoudina est un homme heureux. Alors, pour revenir à ce roman, est-ce que, par exemple, ça vous plairait d'être publié à l'étranger? Évidemment que oui. Ouais. Évidemment que oui. Et dans le maximum de pays africains possible. Hein. Ouais. Moi, c'est ce rapprochement-là que je prône à travers ce livre, à travers ma démarche, c'est le rapprochement de tous les pays africains. On a un peu trop tendance au Maghreb, en Algérie surtout, à se prendre pour ce qu'on n'est pas. Ou pour des blancs européens, ou pour des blancs moyen-orientaux, alors qu'on est africains, on a une histoire commune avec eux. On a tous souffert de la colonisation, on a tous... je veux dire, pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, on était tous des tirailleurs sénégalais, hein, on était tous de la chair à canon. Mhm. Et maintenant, aujourd'hui, nous autres Algériens, on s'estime supérieurs au reste de l'Afrique. Je trouve ça ridicule et risible. Ma vraie démarche, c'est vraiment d'être publié, d'être lu, de collaborer avec des écrivains, des artistes de tous les pays africains. Maghreb, pas Maghreb, Afrique subsaharienne, Afrique du Sud, Afrique australe, voilà. Et ce sont justement ces passerelles qui existent, hein, parce qu'il y a quand même un travail depuis le PANAF. Il y a dans chaque salon international du livre et l'esprit PANAF, on a invité quelques écrivains, ce n'est pas assez. Il y a quelques passerelles qui sont là, mais c'est pas suffisant. On a tellement à apprendre des uns et des autres. C'est un esprit de parade, hein, Ouais. l'esprit n'est pas vraiment là. C'est-à-dire tant qu'on change pas la mentalité des gens, à quoi bon parader 2-3 écrivains qu'on invite pour le TILA? Il faut changer les mentalités en fait. Et comment changer les mentalités selon vous? Ça passe par l'éducation, hein, je vous apprends rien. Ça passe par l'éducation, Ça va être par long, l'instruction. hein. Ça va être long, ça va être long. Vous savez, notre génération, c'est bon, elle est fichue. Pour régler les problèmes d'un pays, il faut miser sur l'éducation. Il faut miser sur la génération qui vient. Faut pas la condamner comme la nôtre. C'est dur à dire, mais c'est comme ça. Vous travaillez sur un autre roman? En ce moment, oui.
Je suis en train de je l'ai presque fini, normalement. Toujours dans la même veine? Alors, c'est un propos qui rejoint celui de Pupille, mais c'est pas le même genre. C'est pas le même genre. J'ai décidé d'aller après avoir aussi longtemps parlé avec Pupille de science-fiction, j'ai décidé d'aller où on m'attendrait pas forcément. Riyad Hadir, on arrive à la fin de cette carte blanche. On va terminer avec le dernier morceau, bien sûr. C'est la deuxième heure que nous avons passée avec vous. Et on termine sur ce morceau. Justement, vous parlez d'Afrique. Et je pense que on va terminer sur de la musique africaine. On va l'écouter, on en parle après. C'est Derek Gripper et le morceau, c'est Mini en bas. C'est le morceau du livre. Enfin, en écrivant, moi j'écoute toujours de la musique. Et en écrivant Pupille, évidemment, j'ai aussi écouté de la musique. J'ai fouiné un peu dans des sites indépendants de musique et je tombe sur Derek Gripper, qui est un guitariste sud-africain et qui reprend des airs maliens à la guitare classique. Mini en bas, c'est un air malien très connu. Tous les grands joueurs de chorale, tous les grands musiciens l'ont joué, Ali Farka Touré, Toumani Diabaté, tous ces gens-là. Mais la version de Gripper m'a vraiment pris aux tripes.
L'album s'intitule Libraries on Fire, qui veut dire bibliothèque en feu. Et c'est un peu une parabole sur la disparition du griot africain. C'est parce que comme c'est une tradition orale, le fait que la vocation de griot disparaisse un peu comme ça, graduellement, c'est comme si des bibliothèques étaient en feu, comme si on brûlait des livres. Et cet album-là était tellement apaisant. Voilà, Pupi s'est écoulée toute seule comme ça. D'ailleurs, j'ai écrit au monsieur là, au guitariste, j'en ai parlé, je lui ai envoyé le livre, on a parlé de choses et d'autres, et comme lui aussi il met un point d'honneur à se produire dans tous les pays d'Afrique, il m'a dit qu'il était jamais venu en Algérie. Et donc voilà, si quelqu'un nous écoute, ce serait bien de l'appeler, parce que sa musique gagne à être connue. Il s'appelle Derek Gripper. Merci Riyad Haddé de nous faire découvrir en tout cas c'est moi qui vous remercie. Ce musicien de talent, en tout cas grâce à vous, au moins peut-être que nous allons le découvrir un peu plus. Dans notre pays, parce qu'il est connu ailleurs. Pays, non, dans notre pays. Hein. Et merci d'avoir partagé en tout cas la musique que vous aimez, ces chansons qui vous font du bien. Et merci d'avoir passé 2 heures avec nous. Je vous remercie également, vous, chers amis auditeurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour d'autres cartes blanches. Évidemment, nous recevrons d'autres invités.